Alors, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à Edna Rencontre, une émission qui a pour but de valoriser et d'outiller les personnes vulnérables francophones. Je me présente, Edna Linnaeus, et ce soir, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Sergeline Isidore. Elle est étudiante à la maîtrise en éducation à l'UQAM, pardon. Elle milite pour les étudiants comme elle-même en situation de handicap et issus de l'immigration. Elle est aussi cofondatrice de l'OBNL Mon Bras Droit Éduque. Alors, sans plus tarder, je vous présente Sergeline. Bonjour, Edna. Bonjour Sergeline. Alors, merci d'être venue à mon émission. Par invité. Oui, avec plaisir. Donc, ce soir, on va parler des situations de handicap produites par la société, n'est-ce pas? Alors, OK, sans plus tarder, je vais te poser ma première question, puis après ça, je vais te laisser aller, d'accord? Donc, ta passion est d'aider les étudiants en situation de handicap et issus de l'immigration. Est-ce que tu pourrais m'expliquer, est-ce que c'est en lien avec ton parcours éducatif? Donc, en premier lieu, c'est en lien avec qui je suis. Comme tu disais, une étudiante en situation de handicap. J'ai une déficience visuelle et une déficience auditive. Donc, c'est en lien, oui. Ensuite, avec mon parcours primaire, secondaire, collégial, universitaire, ainsi que beaucoup de réalités que j'ai pu observer en tant que professionnelle, parce que de formation, je suis éducatrice spécialisée. J'ai vraiment pu travailler pendant une bonne décennie, autant au Québec qu'en Ontario. Donc, j'ai pu observer beaucoup de choses qui m'ont amené à me réorienter professionnellement et à cibler cette clientèle qui est très vulnérable dans les milieux et de l'éducation. Mhm. Est-ce que tu as vécu des enjeux dans ton parcours pour que oui, tu as pu cibler, mais quels sont les enjeux que tu as pu discerner, pardon, puis que tu as dit, OK, non, ça là, je sais que je veux pas que quelqu'un d'autre le vive, par exemple. Oui, c'est sûr que j'ai expérimenté beaucoup de choses en effet. Euh, Moi, bon, j'ai plutôt fait mon primaire et mon secondaire dans les années 80-90. Et il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de services qui n'étaient pas présents. Aujourd'hui, bon, les enfants, dès qu'on remarque quelque chose de différent, on alerte les parents, etc. Dans mon temps, il y avait pas tout ça. Donc, le manque de matériel adapté, je n'en avais pas. Le manque d'accompagnement, le manque de préparation. Il y a aussi, bon, le processus de reconnaissance du diagnostic. Moi, j'ai été diagnostiqué autour de l'âge de 9-10 ans d'une condition avec laquelle je suis né. Donc, toute ma préscolarité, première année, deuxième année, troisième année, j'ai dû me débrouiller par des moyens que je peux même pas me rappeler comment j'ai fait là. Mais je voyais pas au tableau, je voyais pas bien mes documents, euh, je pouvais pas parler à personne, je connaissais pas les professionnels, il y avait pas d'éducateur spécialisé à l'époque. Tout ce qu'on entend aujourd'hui, orthophonie, cerveau, il y avait pas tout ça. Donc c'était déjà là des obstacles que je contournais. Et moi j'ai évolué sur le plan académique dans un milieu régulier, donc pas spécialisé. Il existait des milieux spécialisés, mais c'est là qu'entre en jeu en ligne de compte le fait d'être issu de l'immigration. C'est sûr que mes parents ne connaissaient pas non plus toutes les ressources, le fait d'avoir un enfant en situation de handicap. Fait que ça a été toute une aventure, je peux dire. Mais même l'approche des professeurs, comment faire, quoi faire, des fois ils me disent, OK, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais moi, je ne sais pas plus. Je suis un enfant dans une situation, donc je connais pas plus les ressources. Donc, fait que c'est toutes ces affaires-là. Vraiment le manque de connaissances, autant de mon côté, du côté de mes parents, du côté du milieu en tant que tel. Le manque de ressources, de pas être préparé. C'est sûr qu'à la longue, j'ai acquis des trucs. À la longue, j'ai acquis des connaissances. C'est sûr que au cégep, j'étais beaucoup plus équipé, entouré, parce que là, Mhm. j'avais appris vraiment à aller frapper aux portes. Mais ça devient une deuxième charge en plus des études, d'être obligé d'aller frapper aux portes, demander. Si tu demandes pas, on te dit pas, tu sais pas, tu fais à ta façon, euh, etc., etc. Donc,
c'est vraiment des embûches. Et au cégep, j'ai même croisé une prof qui m'a dit avec ta condition, je pense pas que tu peux devenir éducatrice spécialisée. Et comme de raison, à la fin du cours, bon, j'ai échoué. Elle m'a échoué ou j'ai échoué la ligne MS, ce qui a rallongé mon parcours. Mais je suis contente que j'ai pas abandonné, puis j'ai pu devenir éducatrice spécialisée, puis avoir une belle carrière. C'est pour ça que je veux vraiment éviter tous ces obstacles-là, non seulement aux étudiants en situation de handicap en général, mais je sais que pour ceux issus de l'immigration, souvent, il y a un défi qui se rajoute. Donc, c'est ça. Wow! Wow! J'avais envie de te dire plein de mots là pendant que tu parlais, mais j'étais comme, non, faut que je lui la laisse finir ces mots. Félicitations. Félicitations pour ta persévérance. Parce qu'effectivement, si tu n'as jamais eu tous les outils ou les équipements nécessaires, puis que tu es arrivé à briser les obstacles seulement qui t'avaient été imposés par ce professeur-là qui a partagé quelque chose de bien négatif sur ta situation, malheureusement. Et voilà que toi, aujourd'hui, tu dis, ben non, j'ai réussi malgré toutes ces embûches, malgré tous ces obstacles. Et là, maintenant, tu vas aider d'autres. Écoute, que puis-je faire que juste t'applaudir puis te dire merci, félicitations, tu sais. Excuse-moi, je t'ai pas entendu. Non, je dis merci. OK, d'accord. OK, merci. Écoute, j'aurais tellement envie de continuer. Juste une question par rapport à tes parents. Est-ce que c'est parce qu'ils avaient peur de demander de l'aide ou est-ce que c'est vraiment parce qu'ils savaient même pas si tu avais une situation ou des situations de handicap? Ben, je pense que c'est vraiment cette réalité d'être issu de l'immigration. Tu sais, oui, il y a de la peur à quelque part, il y a de l'ignorance, euh, il y a de la vulnérabilité. Est-ce qu'ils avaient peur? Euh, non, pas vraiment, parce que mon père, lui, était vraiment fonceur. Là. Je pense que beaucoup de ma détermination me vient de mon père, qui a la même condition que moi. Il était vraiment fonceur. Donc oui, il a demandé, une fois que le diagnostic est tombé puis que c'était clair, à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mis en branle parce que euh, moi, j'ai doublé ma quatrième année et c'est après cet événement que on s'est demandé, OK, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas vrai, connaître toutes les notions. Et à partir de là, il y a eu des examens plus profonds qui ont été faits. Et quand on a compris ça, ben à partir de là, c'est sûr que mes parents se sont mis en branle pour non seulement remédier à la situation, parce qu'on m'a fait refaire mes examens avec des adaptations, j'ai réussi. Et ensuite, on m'a placé en cinquième année. Et à partir de là, chaque année, mon père était toujours là en début d'année, là, s'assurer que tout était en place pour que j'ai l'accompagnement que je peux avoir avec les ressources disponibles à ce moment-là. Donc, je peux dire qu'au niveau de l'ignorance, ils ont travaillé là. Ils sont pas restés dans leurs petites chaussures là. Mais c'est sûr qu'en même temps, bon, tu sais, est-ce qu'ils sont au courant de toutes les portes à frapper, de toutes les Mhm. ressources? Peut-être pas, non. Mhm. Et merci pour l'explication. Puis, je voulais ajouter une autre question avant de passer à la prochaine, parce qu'on est dans la découverte de ton parcours et aussi dans ce que tu as pu vivre, etc. Donc, je me demandais, je sais que on préparait la présentation, tu me disais, mais j'ai pas connu mon diagnostic avant très tard. Et est-ce que tu peux juste peut-être nous effleurer un peu sur quel est le diagnostic que tu as eu? Parce que là, évidemment, tu nous as parlé au début de la rencontre que tu avais certaines déficiences au niveau visuel et auditif. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Parce que là, tu viens juste de dire, mon père était comme ça aussi. Donc, si tu peux nous partager un peu, s'il te plaît. Donc, ils disent que c'est une condition neurocongénitale qu'on appelle ça. Ça s'appelle OPA1, atrophie du nerf optique. Donc, c'est une condition qui affecte le système nerveux en général. Donc, mais dans mon cas, c'est particulièrement les nerfs optiques et les nerfs auditifs. Mais c'est vraiment, il y a des répercussions sur tout mon corps, là. C'est ça s'appelle atrophie du nerf optique. Et en effet, comme tu dis,
ce que je peux te dire là, je les connais très tard, j'ai compris ça très tard. Tu sais, on m'a toujours dit, bon, c'est une condition permanente, il n'y a rien à faire avec ça, jusqu'à ce que je déménage à Toronto et que je continue mon suivi à Toronto. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment pu consulter des spécialistes, généticiennes, etc. Plein de types de spécialistes qui font qu'aujourd'hui, je peux parler beaucoup plus ouvertement de ma condition là. Donc, c'est ça. Wow, merci. Là, tu dis, merci d'avoir été un peu plus en profondeur. Et là, tu dis, et puis on va peut-être revenir plus tard si l'occasion nous le permet, parce que je veux vraiment pas manquer les deux autres questions. Mais j'aimerais refaire du pouce après pour peut-être sur ce que tu dis quand tu dis, je me sens plus à l'aise à partager. Donc, je fais juste une parenthèse, je ferme la parenthèse et puis on revient là-dessus plus tard si c'est possible. Si tu veux aussi. OK. 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 Je te pose la deuxième question. Quelles sont les conceptions stéréotypiques que les personnes dites normales entretiennent envers celles qu'on considère en situation de handicap? En général, c'est beaucoup la vulnérabilité, l'incapacité. Un peu, si je reviens par exemple à cette enseignante-là là, que j'avais eu au cégep, qui me dit tout d'un coup, ben, avec ta condition, ce sera pas possible d'être éducatrice spécialisée. On voit beaucoup l'incapacité euh, chez ces personnes, chez les personnes en situation de handicap, la vulnérabilité, une personne fragile. C'est ces deux grands mots-là que je te dirais, mais surtout que les situations de handicap sont visibles. On pense toujours à l'autre, on peut le voir, la personne, on peut la voir, cette personne-là, on peut se distinguer de la personne en situation de handicap, et c'est des stéréotypes parce que c'est pas toujours vrai. C'est que la personne, d'une personne en situation de handicap à une autre personne qui n'est pas en situation de handicap, que une est capable et une n'est pas capable. C'est vraiment le stéréotype général, mais si je peux continuer à élaborer là, dans Oui. les faits, en général, quand on regarde à chaque personne et qu'on regarde aux différentes caractéristiques, là, on réalise que il y a un équilibre qui se fait, il y a un poids qui se fait, dans le sens où ce que une personne peut être en situation de handicap dans un contexte et ne pas l'être dans un autre. Même si elle a des limitations elle-même, elle peut se retrouver dans une situation de handicap dans un contexte et pas dans un autre, et être avec une personne qui est dite non en situation de handicap et que c'est la personne qui n'a pas de limitation fonctionnelle qui se retrouve en situation de handicap. Est-ce que tu peux élaborer avec des exemples, pareil? Donner plus d'exemples à ce sujet-là, s'il te plaît. Je donne un exemple, tu sais, une situation de handicap, ça tient compte des facteurs environnementaux. OK? Plusieurs facteurs environnementaux peuvent placer des individus devant des obstacles, parce que la situation d'handicap, c'est quoi? C'est une incapacité, c'est une limitation, OK? Devant des obstacles. Je te donne un exemple. Je peux être dans le métro, OK? Je suis perdu parce que moi, je n'arrive pas à lire les enseignes parce que c'est écrit trop petit. Une autre personne peut être à côté de moi, elle est dans le métro, elle est perdue, tout simplement parce qu'elle est désorientée par rapport à son chemin. OK? De nous deux, moi, on va dire, on est à Montréal, je peux demander mon chemin à quelqu'un, en français, on va dire. La personne, par exemple, qui peut être allophone, qui ne s'exprime pas en français, ne peut pas demander son chemin. Entre nous deux, là, qui se retrouve devant un obstacle plus difficile à contourner, c'est cette personne-là qui peut n'avoir aucune limitation physique en tant que telle, mais être dans un nouvel environnement, elle est désorientée, elle ne peut pas s'exprimer à cause de la barrière de la langue. Dans le cas présent, moi, je me débrouille mieux, même si je ne vois pas les pancartes. Est-ce que tu suis un peu? Donc, Absolument. dans deux contextes différents, comme par exemple, moi, j'ai un bon sens de l'orientation. J'ai des amis qui sont chauffeurs et qui n'ont pas un bon sens de l'orientation. Fait que ça, je me suis retrouvé à des endroits parce que c'est moi qui devais les guider puis dire, OK, tourne à droite, à des endroits où ce que, tu sais, bon,
je me rappelle un peu du quartier, pas nécessairement un endroit où je sais moi-même nécessairement où aller, mais tu sais, je sais que telle rue croise telle rue, tu sais, je sais que, tu sais, t'as Jean Talon, Bélair, Bélanger, fait que je vais pouvoir dire à quelqu'un, OK, voici où on se trouve, mais quelqu'un qui n'a pas de sens de l'orientation est perdu. Fait que souvent, ça va dépendre des contextes, mais de façon stéréotypique, comme on dit, on a tellement souvent tendance à prendre la personne qui a une limitation comme toi, t'es pas capable, moi, je suis capable. On perd beaucoup de ressources. Et des fois, on fait la personne elle-même se sentir incapable quand elle est capable. Oui. Fait que, c'est Oh, des enjeux importants et c'est ce qu'on appelle la production, le processus de production de handicap par la société, par les enjeux environnementaux. Et ça aussi, on parle de la discrimination, les préjugés qu'on peut avoir sur quelqu'un, toutes ces affaires-là, ça place les gens en situation de handicap ou ce que c'est pas nécessairement la limitation de la personne qui crée l'obstacle, mais l'environnement ou les personnes en face de cette personne-là. écoute, je pourrais t'entendre toute la soirée. Écoutez, parce que vraiment, c'est un sujet qui nous permet de ouvrir nos yeux. Parce que des fois, on pense qu'on voit, mais peut-être qu'on est aveugle. Tu sais. Mm-hmm. Wow! Ouais. J'aime beaucoup l'exemple que tu as donné par rapport à la dame dans le métro versus toi qui est. Cet exemple-là c'était très, très clair par rapport à ce que tu as amené plus tôt. Je trouve ça très pertinent. Écoute, je vais aller avec la troisième question, juste pour qu'on puisse continuer à élaborer, peut-être creuser un peu plus s'il le faut. Comment avoir un équilibre entre prendre conscience des défis d'une personne en situation de handicap et traiter cette même personne comme, entre guillemets, tout le monde? Donc, je répondrai à cette question-là en disant qu'il faut tout simplement traiter les autres comme on aimerait être traité. OK? Avec respect. Tu sais, il y a ce qu'on appelle dans les jargons de la situation de handicap, l'intimité forcée, où ce que, par exemple, quelqu'un va être, je sais pas moi, en chaise roulante, puis quelqu'un veut l'aider, puis tout de suite, il va prendre la chaise roulante, puis il va diriger la chaise roulante sans demander la permission à la personne, ou encore quelqu'un en cécité totale, là, non-voyant, et puis la personne va prendre le bras de la personne pour la guider, tu sais, sans demander ou bien sans prendre conscience que non, tu peux pas toucher à quelqu'un comme ça. Ou souvent, le fauteuil roulant, c'est la continuité du corps de la personne, donc tu peux pas. C'est de traiter les gens comme on aimerait être traité. T'aimes pas qu'on rentre dans ta bulle, rentre pas dans la bulle des gens. Demande, informe-toi. Et c'est pas nécessairement parce qu'on voit quelqu'un, par exemple, avec une canne blanche dans le métro qu'elle a besoin d'aide. Hein. Moi, personnellement, quand je vois quelqu'un dans le métro avec une canne blanche, je vais observer. Puis si je vois que la personne arrive à s'orienter, je la dérange pas. Tu comprends? C'est de la traiter comme on aimerait être traité, d'adresser la personne comme on aimerait qu'on nous adresse, puis de pas nécessairement prendre pour acquis que la personne n'est pas capable. Donc, si une Mhm. personne demande de l'aide, tu sais, elle demande de l'aide, alors là, oui, tu y vas, puis tu lui demandes comment je peux t'aider, etc. C'est quoi la problématique, c'est quoi, qu'est-ce que la personne peut faire ou comment est-ce qu'elle veut que tu interviennes. Mais souvent, les gens ont tendance à aller direct, sans, comme si que la personne qui est en situation de handicap, elle n'a plus d'intégrité, elle n'a plus d'intimité. C'est vraiment ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, on ne fait pas. On ne le fait pas aux autres, même si dans notre tête, la personne a l'air d'être plus vulnérable ou incapable. Mhm. 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 Très bon point. Merci. J'aimerais ajouter, comme je te disais tantôt, quelques questions là-dessus. Tu as soulevé un point quand tu as dit, attends-moi, tu disais tantôt, ah, ça vient de m'échapper. Ça vient de m'échapper. C'est traiter la personne comme on voudrait être traité. Puis, attends-moi 2 secondes. Écoute, j'ai perdu la question que je voulais te demander. C'est aussi grand que ça. On va revenir sur celle que je te demandais au début. Est-ce que tu étais gênée de parler de ta situation et à quel moment ça s'est produit? Est-ce que tu as déjà vécu de l'intimidation par rapport à ta condition?
situation physique. Oh, je viens juste de me rappeler, mais je vais te la poser plus tard, celle que je voulais te dire tantôt. OK, mais on va se focuser sur celle que je viens de demander. Est-ce que j'ai déjà vécu de l'intimidation par rapport à ma situation? J'ai pas d'événements fâcheux à ce niveau-là euh, qui me reviennent. Non, j'ai pas. Je peux plus parler de d'événements où ce que j'ai vécu du racisme que d'événements où ce que j'ai vécu de la discrimination par rapport à ben, de l'intimidation par rapport à mon handicap visuel. Est-ce qu'avant j'étais gênée d'en parler? Oui. Ça a été un processus d'acceptation. Puis aussi le fait, comme je disais, quand j'étais à Toronto, puis que j'ai vu des spécialistes, j'ai pu poser des questions, décortiquer, même comprendre certaines limites que j'avais. Et en passant, la déficience auditive, là, c'est pas avant l'âge de 35 ans là, que ça a vraiment, le diagnostic est vraiment tombé. On me donnait des commentaires, là, tu nous fais répéter, nanana, mais c'est vraiment rendu à Toronto que je me suis senti dans un système de santé assez fiable pour déblayer tout ça, là. Donc, maintenant que je peux l'expliquer, que je peux bien déterminer mes limites, que je suis en confiance là-dedans, je sens que quand je l'explique, les gens sont en confiance aussi. Maintenant, c'est plus un problème pour moi de mettre ça de l'avant, là. Mais c'était pas comme ça avant. Euh, Oui. et c'est ce qui fait que maintenant que je peux pleinement embrasser cet aspect de moi-même, ben, je peux foncer dans cette avenue puis voir beaucoup d'autres portes s'ouvrir devant moi, là. Mhm. Maintenant, Oui. discrimination par rapport à l'handicap visuel en milieu, dans le secteur de l'emploi, oui, j'en ai vécu. Pas des fois, il faut lire entre les lignes pour le voir, là. Mais ça m'a tellement jamais empêché de faire ce que je voulais faire, là. En gloire à Dieu pour ça, ça m'a jamais limité. Fait que je suis content. Bravo. Même t'entendre nous parler en ce moment, je vois beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Je sens que tu es à l'aise dans ta personne. Tu vois, des fois, on peut penser que les gens qui sont en situation de handicap sont plutôt malheureux, ils ont un manque. C'est pas ce que je perçois de toi, en tout cas. C'est pas ce que tu me dégages. Est-ce que je peux rajouter un point aussi? Oui. Je vais rajouter un point par rapport à ma famille. Je dois dire que le support que je reçois de ma famille est quand même non négligeable dans tout ce parcours. Tu sais. J'ai eu des cours où ce que mon frère me lisait les textes, ma sœur, mes sœurs, euh, ils ont toujours été impliqués d'une façon ou d'une autre, de loin ou de près, cousines, même mes nièces jusqu'à un certain point dans mes études pour m'aider vraiment. Quand je trouvais pas de personnes ressources, je devais me tourner vers eux, qui est, bon, une des causes principales de la mise sur pied de l'OBNL, c'est parce que souvent on n'a pas de ressources, on nous envoie chercher des ressources dans nos environnements, puis c'est pas évident. Donc, vraiment, je dois dire que ma famille m'a beaucoup soutenu. Là. C'est pas un travail individuel du tout, du tout, du tout. Oh, merci, merci d'avoir ajouté cet élément-là qui nous encourage parce que des fois, on peut penser que, tu sais, je veux dire, être dans cette situation-là, on peut se sentir seul parfois. Donc, d'avoir notre famille qui nous entoure, qui nous accompagne, ça fait toute la différence. Oui, toute la différence. Oui. J'ai une dernière question. Il nous reste 5 minutes. Imagine-toi comment le temps passe vite. Et ma question que je voulais pas oublier, que j'ai écrit. Donc, tu sais, quand on parlait, on échangeait lors de la préparation, je réalisais, et même au niveau du travail, je réalise qu'il y a beaucoup de mots, on doit faire attention à ci. Maintenant, aujourd'hui, on fait attention à situation de handicap. On parlait de l'audisme versus le surdité. Il y a tellement de jeux de mots qu'il faut faire attention que des fois, on ne sait même pas comment le dire. Je me sens coincée. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça, s'il te plaît? Mais c'est sûr que avec le développement social, tu sais, où ce que les gens maintenant, tout est vraiment axé sur ne pas détruire la personne.
Et il y a des termes qui avant, bon, ont été perçus plus comme péjoratifs, tu sais. Euh, comme par exemple maintenant une personne, on va plus parler d'une personne ayant une déficience visuelle, ayant un trouble du spectre de l'autisme, ayant un trouble du déficit de l'attention, au lieu de dire que la personne est, c'est un peu plus pour dissocier, pour pas que la personne s'identifie comme un handicap en tant que tel, mais une personne qui fonctionne avec une limitation. En fait, c'est à peu près la base de tous les changements de termes qu'il y a eu avec le temps. Il y en a qui utilisent encore, on va encore parler de personnes aveugles versus personnes non-voyantes ou ayant une cécité totale ou vivant avec. Mais l'idée de base, c'est vraiment que de dissocier ou de pas que l'identité propre de la personne demeure intègre, que moi je suis pas un handicap ambulant, je suis une personne avec des limitations. Donc c'est de toujours trouver la façon de pouvoir faire cette distinction-là de façon à ne pas stigmatiser les gens comme étant des plaies, mais de protéger l'intégrité de la personne et de la faire sentir encore une personne, mais avec des limitations. Et encore là, comme toute situation de handicap, toute déficience n'est pas nécessairement visuelle. Des fois, quand on le voit, on a tout de suite tendance à mettre une étiquette, mais il y a tellement de personnes autour de nous qu'on ne on voit pas nécessairement que sont en situation de handicap et elles le sont. Effectivement. Effectivement. Et je te dirais que on pourra en parler justement dans la période qu'on aura sur Facebook dans quelques minutes, parce que j'aimerais ça qu'on élabore un peu plus par rapport à la situation de handicap santé mentale aujourd'hui. Il y a d'autres sortes de situations de handicap qui sont peut-être pas ceux qu'on a l'habitude de connaître ou d'échanger ou de stigmatiser comme des situations de handicap. Donc, La distinction entre les situations de handicap visibles et les situations de handicap invisibles, deux grandes familles qu'il y a maintenant. Et toute la famille de la santé mentale rentre dans les situations de handicap invisibles parce que les facteurs environnementaux additionnés aux limitations personnelles, émotionnelles, psychologiques, mentales, etc., placent ces personnes-là aussi dans des situations de handicap. mm-hmm. Et oui. Merci. Comment? C'est pas écrit sur leur front. Effectivement, c'est pas écrit sur leur front. Merci beaucoup, Sergeline. Je peux pas dire que c'est la fin parce que justement, on va s'en aller vers Facebook. Premièrement, c'est la première fois que ça va se faire, qui est de finir une émission puis d'aller avec mon invité vers Facebook pour être en mesure d'interagir avec le public. Donc, sur ce, je te dis merci d'être venu à l'émission. Merci à toi d'avoir ouvert cette opportunité-là pour que j'exprime tout ça. Parce que c'est des sujets qui ne sont pas beaucoup discutés, surtout pas dans nos communautés. Merci à toi. Et sur ce, j'aimerais vous remercier, chers auditeurs, auditrices, d'avoir été avec nous encore une fois. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas inscrit sur YouTube ou bien vous n'êtes pas abonné plutôt sur YouTube, Facebook, Instagram, vous êtes les bienvenus à le faire tout de suite après l'émission. Et suivez-nous sur Facebook, accompagnez-nous sur le en direct d'Edna Rencontre. On va être là avec mon invité où vous allez pouvoir nous poser vos questions si vous en avez. Donc, merci énormément et je termine en disant à la prochaine fois. Au revoir.